Oui, évidemment, et on peut en continuer à en parler avec Stéphanie après. Et puis le prochain Sales & Co qui aura lieu donc à nouveau ici, c'est le 19 mai. Bon, peut-être un peu loin pour, pour Save the Date, mais en tout cas, gardez cette date-là. Voilà. Mais ce soir, on va parler de communication responsable avec trois experts et trois personnes engagées. Sur ce sujet-là, c'est intéressant aussi d'avoir un point de vue d'engagés, de gens qui ne sont pas juste en train de théoriser le sujet, mais qui le font avancer, qui le mettent en œuvre. Donc, je vais présenter rapidement, puis je vais leur proposer de compléter la présentation que je vais faire d'eux. Donc, je vais commencer par Valérie Martin, qui est chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME. Voilà, qui incarne à peu près tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qui fait, qui pratique et qui s'engage et qui, je ne sais pas si militant est le bon terme, mais oui, on pense qu'on peut. Et puis, ce que vous pouvez lire et regarder, c'est que l'ADEME, en janvier 2020, je crois, en tout cas début d'année 2020, a sorti le premier guide de la communication responsable. Et c'était un très gros marqueur sur le sujet. Il y a toujours pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Voilà, on parlait beaucoup de com responsable, mais il y avait au moins un premier acte fort sur ce sujet-là qui s'appelait un guide. Et donc, ça a été un moment assez important pour ce sujet-là. Je vais vous présenter rapidement, puis je vous laisserai vous compléter. Hein. Stéphane, qui est donc le directeur général de l'ARPP. Alors, ça sera intéressant d'ailleurs, enfin, je vais faire l'étude de notoriété. Qui connaît la RPP? Ah oui, pas mal. Ok, d'accord. Bon, tu vois, c'est bien. Donc, notre autorité de régulation des professionnels de la publicité. Et je lui demanderai aussi de détailler un peu plus ce que fait la RPP, notamment des innovations sur les sujets d'influence digitale, ou dans la RPP, il y a quelque chose qui s'appelle le jury de déontologie publicitaire. C'est intéressant de connaître comment, pour nous qui naviguons dans ce métier, de savoir comment ça fonctionne. Et puis Gilda Bonnel, ici présent, qui est le patron de CIDIES, donc une agence très pionnière sur le sujet et une personne très pionnière sur le sujet, qui est aussi le président de la commission développement durable de la ACC, l'association des agences conseils. Ça, je pense que vous connaissez tous, toutes et toutes la ACC. Voilà, mais il y a une commission qui pilote beaucoup le label des agences actives. Voilà, donc ça, je lui demanderai d'en parler aussi. Et en fait, j'ai vu, je ne savais pas que à la base, ton diplôme est un diplôme de Sorbonne, Paris 4, d'histoire. Donc, en fait, tu es un peu chez toi, parce que tu sais, le CELSA, c'est la Sorbonne. Puis Publicis aussi. Hein, ouais, Publicis. D'accord. Donc, tu es, voilà, voilà, tu fais partie de la grande famille de Sorbonne Université. Donc, je vais commencer. Est-ce que vous voulez rajouter une petite chose, Valérie, sur ta présentation? Oui, moi, je ne peux pas m'en empêcher. Valérie est la plus engagée de nous tous, puisqu'elle a un vélo sans assistance électrique. C'est vrai. Et Valérie vient de faire 50 minutes de vélo pour venir ici. 50 minutes. Pas. Hein, c'est pas le. Non, peut-être juste l'ADEME, ça vous parle. C'est l'agence de la transition établissement public, caractère industriel et commercial, sous la double tutelle de la transition de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette année, on fête nos 30 ans. D'ailleurs, si vous venez à Angers, on a une semaine complète de festivités à Angers avec tout un tas de très belles conférences qui se préparent. Donc, n'hésitez pas. Et notre agence, elle a pour ambition d'accompagner les changements de comportement, d'accompagner aussi l'ensemble des acteurs à essayer d'aller vers ce modèle qu'on appelle de nos voeux, hein, un modèle qui soit plus sobre, un modèle qui soit plus solidaire et un modèle qui soit plus en phase avec eh bien, tout ce dont on va traiter ce soir, à savoir qui va sur le chemin vers une neutralité carbone. Et donc, on en parlera à un moment ou à un autre, mais je pense que c'est important de repositionner aussi le rôle d'une agence publique comme la nôtre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur toi ou... Moi ouais. Bonjour. Non, ça fait très longtemps que je suis à l'ADEME. Je travaille avec des gens fantastiques. Et l'ADEME, c'est une agence aussi d'expertise. Et quand j'ai eu la chance d'intégrer l'ADEME il y a
presque au début. Ça fait donc longtemps. Du siècle. Merci, je te remercie beaucoup. Eh bien, j'ai pu travailler sur tous ces très beaux sujets et notamment, j'ai rencontré à ce moment-là que j'ai rencontré Gildas avec toute une équipe de pionniers. On était dans Advisor à l'époque et vous savez, c'est pas si facile que ça d'être un pionnier quand on est en 2006, 2007 et où on se dit, voilà, on voudrait faire en sorte que la communication responsable, ça devienne réalité demain. Bon, on a attendu un petit peu, mais je pense qu'aujourd'hui, on y est. Merci. Stéphane, un petit mot sur... Nous portons le nom d'autorité de régulation professionnelle de la publicité, mais ce n'est pas un EPIC, c'est l'émanation de la profession. C'est vous, en fait, hein, bien sûr, publiciste, particulièrement publiciste, parce que c'est en 1935, Marcel Bleustein, avec Jean Prouvost, un grand patron de presse de l'époque, qui ont appliqué ce qui avait été mis en place en 1914 aux États-Unis, un bureau, une sorte de bureau des meilleures pratiques. Et alors ça s'est appelé Office de contrôle des annonces à l'époque, puis Bureau de vérification de la publicité après-guerre, et depuis 2008, donc ARPP, Autorité de régulation professionnelle de la publicité. Mais avec toujours le même principe, c'est de réunir les annonceurs, donc les communicants, les agences et tous les supports, et vraiment toute la chaîne de valeur est partie prenante de cette autorité de régulation, de cette autorégulation pleine et entière. Le modèle n'est pas que franco-français, on est pionnier en Europe sur l'autorégulation. Tous les pays voisins ont de l'autorégulation depuis l'après-guerre et depuis l'ouverture, on va dire, du mur de Berlin, qui est encore plus marquant. Évidemment, tous les nouveaux pays qui sont rentrés, dont on entend beaucoup parler maintenant, ont aussi construit petit à petit, on les a aidés à construire, via notre alliance que nous avons à Bruxelles, un modèle d'autorégulation de la publicité dans chacun des pays démocratiques. Et il y en a bien sûr dans tous les autres pays hors Europe. Mais le dispositif reste le même. C'est une profession qui écoute, qui consulte les parties prenantes, la société civile, mais qui assume de prendre des règles, de prendre des règles très en avance, et notamment sur le sujet dont on va parler. Hein. L'argument écologique dans la publicité est couvert par une règle depuis 1990. Donc les professionnels, dès 1990, avaient déjà prévu les limites d'une expression et un cadre. Alors bien sûr, les règles se sont enrichies et on a beaucoup tous appris. Et on a beaucoup donc travaillé conjointement avec l'ADEME, puisque depuis 2006-2007, nous faisons un bilan conjoint d'une application de cette règle très engageante, hein, qui a changé de nom entre argument écologique pour devenir depuis 2003 développement durable, puisque c'est bien l'ensemble des piliers du développement durable qui est couvert par cette règle, même si elle est très colorée verte, mais il n'y a pas que le vert. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. À la RPP, vous trouvez il y a beaucoup de choses accessibles, des études, des datas, des éléments. Voilà, si vous cherchez de la matière à la fois normative, explicative et des observatoires, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes à les picorer ou à les lire. Je te relancerai sur le jury de déontologie populaire et l'influence. Tous les médias sont concernés. J'ai parlé de la presse historiquement, mais bien sûr pour la télévision, quand vous communiquez en télévision, 100% des spots que vous voyez ou que vous évidemment vous créez et vous concevez reçoivent un avis préalable avant diffusion. Il y en avait eu 26 474 l'année dernière, avis qui ont été rendus par l'ARP uniquement pour la publicité audiovisuelle, et puis pour tous les autres médias. 25 400 conseils ont pu être rendus à tous les stades de la création, et y compris donc sur ces nouveaux médias, au sens latin du terme, que sont les influenceurs, puisqu'il y a là aussi des règles qui ont été édictées par la profession sur des meilleures pratiques que les influenceurs, quand ils ont une collaboration commerciale, bien sûr, se doivent d'avoir. Alors la première des règles, c'est au moins de dire qu'il y a une collaboration commerciale, transparence. Et pour cela, et on en reparlera après, il y a un système d'ouverture d'instances, dont une instance importante qui est ce jury de déontologie publicitaire, mais un peu de suspense. Oui, on parlera de Nabila tout à l'heure. On verra. Gilda.
Raconte, toi, ton œuvre, ton agence. Alors, et la commission, peut-être un peu, voilà, cette démarche, quand elle est née, la commission. Alors là j'ai 2 casquettes. Oui. Je vis avec ces 2 casquettes depuis un moment. Je suis le patron d'une agence que j'ai créée il y a 22 ans, qui s'appelle CIDIES, qui est une agence de communication qui est exclusivement dédiée aux enjeux de responsabilité sociale et environnementale des marques et des organisations. Donc, il y a aussi du public, il y a des collectivités locales, il y a des associations. Ouais. Et je pilote la commission RSE de la ACC, dont la mission est de documenter, d'outiller et de sensibiliser les professionnels en agence pour comprendre le lien qu'il y a entre nos métiers et la transition écologique, c'est-à-dire comprendre que plein de choses. Comment vous dire le maximum, comprendre qu'on a un droit d'opérer dans la société qui n'est pas si évident que ça. Moi, j'ai siégé à la RPP, j'ai siégé longtemps au Conseil paritaire de la publicité, et que finalement, quand tout d'un coup, j'aime toujours penser aux Martiens qui débarquent là et qui regardent comment on est organisé. On est en droit de se poser la question de mais qui a autorisé le fait que des marques et des commerçants couvrent les murs de la ville, s'insinuent dans les écrans, et finalement quel est ce contrat social que nous avons ensemble entre le secteur marchand principalement et nos concitoyens. Donc c'est un enjeu extrêmement important qui traverse plein de sujets dont on va tâcher d'aborder aujourd'hui, qui sont principalement quels sont les imaginaires que nous véhiculons, quels sont les modèles sociaux que nous transmettons, quels sont les messages et comment on peut garantir la véracité de l'information, la transparence, la traçabilité des données qu'on manipule au quotidien. Donc c'est un sujet qui est passionnant, et puis je suis content d'être là parce qu'en fait, je ne cesse depuis très longtemps de dire que c'est un sujet qui magnifie notre métier, parce que quand on est responsable en fait de ce qu'on fait, de ce qu'on écrit, de ce qu'on pose sur les murs de la ville, tout d'un coup, tout prend une amplitude complètement différente. On n'est pas là uniquement pour... on n'est pas des passe-plats, hein, on n'est pas là uniquement pour faire les trompettes de la réputation d'une marque. On est là aussi pour l'aider à mieux appréhender la sensibilité des gens et la façon dont ils nous entendent et dont ils perçoivent ce qu'on leur raconte. Merci. On va revenir sur plusieurs points, notamment le point sur l'imaginaire. Enfin, voilà, notre métier, et c'est souvent la critique qu'on nous formule sur le fait que l'on est responsable de l'imaginaire d'aujourd'hui et qui n'est pas compatible avec les transitions. Donc, et quelle définition, alors, pour commencer doucement, quelle définition comme ça vous donneriez de ce sujet, la communication responsable, si vous deviez l'expliciter assez rapidement et en quelques mots? Valérie? Ouais. Moi, j'aime bien donner la définition qu'on a mise dans le guide de la communication responsable. Tellement corporate. Oui, mais c'est normal. Je dois vendre mon guide. Surtout que le prochain sort bientôt et il y a un petit stock à écouler. Moi, voilà. Alors ça, c'est pas très fait. Alors, je vais essayer de vous la lire, puis on va essayer de regarder ensemble, mais même tous. Oui. Une communication plus sensible aux enjeux écologiques. Déjà, on a ce terme de sensible, on a ce terme d'enjeux écologiques. Davantage à l'écoute des habitants de notre planète. Le deuxième terme, qui est celui de l'écoute, tu l'as aussi dit, peut-être que parfois on l'a un peu perdu ou qu'on l'a, disons, transfiguré. Une communication qui s'interroge autant sur sa manière de délivrer ses messages qu'à leur contenu. Et une communication qui intègre la notion d'urgence. Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'elle nous parle de la façon dont nous allons délivrer des messages, dont nous allons apporter un contenu des messages, dans la façon aussi dont, en termes d'éthique, nous allons pouvoir nous saisir de notre responsabilité. Elle nous dit également que on a un rôle, et je partage tout à fait ce que disait Gildas tout à l'heure, extrêmement important en tant que communicant sur l'imaginaire collectif, que depuis plus de 50 ans, on vit dans un imaginaire collectif qui nous dit que la consommation, c'est le bonheur.
on est dans un méta-récit de la surconsommation et que ce méta-récit, il n'est absolument pas compatible avec les limites finies de notre planète. Et qu'on peut choisir notre camp quelque part. Soit on décide, en tant que communicant, de participer à l'avènement de cette nouvelle société et de co-construire le contre-récit de la surconsommation, soit on décide de rester à côté. Mais l'ensemble des parties prenantes, parce que quand on dit écoute de l'ensemble des habitants de la planète, on parle aussi des parties prenantes, à un moment ou à un autre, elles vont nous demander des comptes, elles ont déjà commencé, et donc il vaut mieux être un peu en avance plutôt que de subir. Et à ce titre-là, pour moi, c'est important qu'on prenne vraiment notre rôle à cœur, qu'on décide véritablement de faire évoluer la place qui peut être la nôtre au sein de l'ensemble des organisations. On a une très belle aventure à construire, une place à retrouver, du sens à remettre au cœur. Voilà, pour moi, c'est ça aussi la définition autour de la communication responsable. Merci. Stéphane, tu veux dire un petit... un complément Un complément. À vrai dire, on ne devrait même pas la qualifier, la communication. Par essence, elle est responsable. Mais simplement, on sent qu'il faut encore utiliser pendant quelques temps cette notion de communication responsable, puisqu'elle est faite par des professionnels qui sont des acteurs en responsabilité, c'est-à-dire qu'on peut leur reposer, et de plus en plus, alors si on rentre évidemment dans le juridique, les lois récentes ont créé une opposabilité de plus en plus forte. La dernière loi climat et résilience a inclus maintenant dans le code de la consommation une pratique commerciale trompeuse, c'est-à-dire clairement des actions en justice, enfin il ne faut pas se leurrer, et donc de l'amende. Donc par essence, mais est-ce qu'il faut attendre le gendarme pour cela? Non, c'est pour ça qu'il y a eu une anticipation historique. Alors bien sûr, l'ADEME a dans son guide évidemment pris le prisme vert, mais nous y rajoutons dans l'autorité de régulation les autres parties, c'est-à-dire finalement l'humain, c'est-à-dire les représentations des humains, c'est-à-dire la diversité, c'est-à-dire évidemment les représentations de ces citoyens de la Terre. Et comment mieux les représenter, mieux représenter les âges, mieux représenter les handicaps, mieux représenter les styles de vie, mieux représenter presque les CSP. C'est aussi ça la communication responsable. Donc bien sûr, on est sur le même fondamental que le guide. Mais il faut, nous, y rajouter, et c'est une donnée importante, et quand on parlera du jury, ça fait partie des réactions qu'on mesure avec le jury. Il y a bien sûr des réactions sur les publicités dites greenwashing, mais il y a aussi des réactions sur d'autres formes de publicité. Donc on est évidemment encore plus transversal quand on aborde cette notion de communication responsable, qui n'est pas que celle du vert, mais c'est pas pour ajouter plus de boulot, mais c'est aussi une réalité. Alors moi j'aime bien rabâcher le fait que responsable vient de respondere, que ça veut dire répondre, et qu'une communication qui répond aux attentes des gens, je suis d'accord, c'est essentiel, parce que ça veut dire que la communication qui joue en permanence des tendances, des concepts, de l'ère du temps, surtout la communication publicitaire, qui drive beaucoup la culture de notre secteur, a parfois été très orientée drivé par une espèce de culture de l'ADN, de ce qu'on appelle nous l'ADNocentrisme. C'est-à-dire, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, sans vraiment prendre la pleine mesure de ce qui intéresse les gens. Et donc, une communication responsable, pour moi, c'est une communication qui, avant tout, se préoccupe de l'intérêt des publics, d'une part, et à la fois de leur niveau de conscience, leur niveau de disponibilité. Vous parlez pas du bio de la même façon à un public CSP+ urbain qu'à des foyers où on fait ses courses à 1 euro près. Il faut se préoccuper à la fois des sensibilités des publics, à la fois du niveau de défiance, du besoin d'explicitation,
Donc ça véhicule surtout une espèce de dézoomage, je ne sais pas comment vous le dire, mais de changer de position pour ne plus se préoccuper dans un brief de « Ok, qu'est-ce que vous avez à dire ?» Alors, ok, donc vos crêpes, Suzette, elles sont comme ça, elles sont machin, elles sont bio. C'est intéressant. Mais en fait, c'est de porter la même attention en regard sur est-ce que ça intéresse les gens, la crêpe Suzette, quoi? Qu'est-ce qu'on leur apporte vraiment? En quoi est-ce que c'est supplétif dans leurs besoins, dans leur nutrition, dans leur plaisir? Voilà. Donc, je pense que c'est par là que je rentre, moi, principalement. Oui. Ça y est, elle va me discuter. Non. Tu disais tout à l'heure que ça faisait longtemps et qu'effectivement, il y avait eu un engagement. Je ne nie pas le fait qu'il y a une certaine forme d'engagement d'acteurs. Néanmoins, on voit qu'aujourd'hui, on a quand même, disons, une augmentation du greenwashing, ou en tout cas que ça se voit peut-être plus. Et que, alors que quand on a commencé, on était un ensemble de pionniers à, disons, dénoncer, on va dire, ou à faire des alertes sur ça. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est qu'on a des collectifs de citoyens engagés qui commencent à prendre la parole. On peut prendre l'exemple de Pour un réveil écologique, on peut prendre l'exemple de les perles du greenwashing, ou il y en a d'autres. Et en fait, eux, certains passent par le jury de déontologie publicitaire, d'autres, ils passent pas par cette case-là. Ils passent par la case réputation et donc du name and shame. Et donc, ils vont aller sur les réseaux sociaux pour dénoncer. Et c'est là où ce que tu disais tout à l'heure, Gildas, lié à la réputation, va avoir un lien étroit. En gros, s'occuper de communication responsable, c'est gérer sa marque de façon responsable et c'est de faire en sorte que sa réputation soit aussi quelque part intacte. Je pense que la question de la réputation, elle est importante. Deuxièmement, je ne dis pas que tout un chacun fait exprès d'aller contrevenir aux règles de déontologie de la RPP. Non, il y en a qui ne les connaissent pas. Ça, c'est plus embêtant quand même. Et puis, il y a aussi le fait que sur ces questions de transition écologique, c'est pas si facile que ça. Et je ne parle pas de tous les sujets sociaux, humains que tu citais tout à l'heure. Il n'y a pas des choses comme ça que l'on sait spontanément et qui, voilà, qu'on apprendrait comme ça d'un claquement de doigts. C'est faux. Ça nécessite une formation. Et pas une seule fois. C'est une formation en continu aussi. Et c'est là aussi cet effort qu'il y a à faire pour aller vers cette communication responsable qu'il ne faut pas négliger. La définition peut paraître simple. Elle peut paraître évidente. Pour autant, elle implique un changement de fonctionnement chez les annonceurs, dans les agences, et pour l'ensemble, et pas que pour la communication publicitaire. Quand, par exemple, sur une édition, vous allez mettre, je ne sais pas, mettons, on est au mois de février, il fait moins 15, d'accord ? Et on doit faire la couve. Et la couve, on va mettre des gens qui se sentent bien, en t-shirt. Vous donnez à montrer quelque chose, une représentation qui pose quand même un problème. Du style, on peut vivre à 23 degrés chez soi, on peut être en t-shirt, etc. Des fois, ça peut paraître un peu désuet et surprenant de se soucier de ça. Mais c'est la représentation que vous allez donner aux gens. Et je pense que là-dessus, on a une responsabilité qui est importante en tant que communicant. Voilà, moi cette notion-là, et ça ne se fait pas de façon spontanée, mais ça doit être travaillé et on ne peut pas le faire tout seul. Le fait de travailler ensemble sur ces questions-là me paraît aussi assez important. Stéphane, tu voulais dire quelque chose? Oui. Comme ils ont été tous très bien, vous avez été tous très bien formés, donc en formation initiale, vous avez ce qu'il faut. Mais c'est sûr, là je rejoins, il y a des formations. Je ne sais pas trop comment ça va. J'ai hâte de le savoir. Il y a ceci dire, il y a un peu plusieurs générations, vous êtes tous très jeunes, mais il y a quand même plusieurs générations. Et donc on sait qu'on a appris différemment. Le sujet n'est évidemment pas les mêmes au fil du temps, mais là je rejoins évidemment. C'est pour ça que collectivement on met en place des ateliers de formation parce que ça nécessite un effort, c'est évident, mais y compris dans notre vie personnelle. Alors là, il se trouve qu'il y a une crise évidemment énergétique, gaz et autres, et où là, finalement,
c'est le ministre de l'économie qui prend la parole sur le 1 degré de moins. Alors jadis, l'ADEME le faisait et que vous continuez à le faire. Mais au-delà de l'effet économique, mais il y a un effet de changement. Et donc, dès qu'il faut, on n'aime pas forcément se forcer. Et puis, c'est pour ça qu'il y a des écoutes à avoir de la société au sens là. Et alors, pourquoi, à votre avis, pourquoi aujourd'hui? Vous avez parlé vous étiez pionnier, on parlait de début 2000, etc., etc. On sent que là, aujourd'hui, une sorte de momentum sur le sujet, là, on y est, quoi. Le Guy, j'en ai cité, enfin, quelques éléments comme ça importants. Comment vous l'avez un peu dit en filigrane, mais est-ce que c'est cette pression sociétale? Est-ce que c'est des groupes, des parties prenantes très organisées, extrêmement puissantes? Là, je vous invite à regarder, c'est douloureux à lire quand on aime notre métier, mais regardez un rapport qui s'appelle Big Corpo, hein, plus de 270, 250 pages vraiment à charge sur notre métier, d'un groupement d'associations. C'est bien de le lire, voilà, c'est à charge. Donc l'idée, c'est pas d'esquiver, c'est de le regarder, voilà, de prendre ce qu'il y a à prendre. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une sorte de pic, d'acmé de ce problème d'imaginaire au bout de la narration possible? Enfin, pourquoi maintenant, à votre avis? Est-ce que les agences aussi ont mûri? Est-ce que voilà, est-ce que Quelle question? Non, mais est-ce que c'est... Il y a plein de réponses. Oui, Il y a plein de réponses. Je pense que d'abord, c'est pourquoi maintenant dans la société française? Parce que toutes les sociétés n'évoluent pas de la même façon sur ces sujets-là. D'ailleurs, d'où la complexité pour certaines marques qui opèrent sur différents marchés. C'est vrai. Et moi qui me disent, alors la consommatrice polonaise ou russe, tes histoires, elle n'en a rien à faire. Mais même en Suisse, on a vraiment des marchés très différents. Alors, dans la société française, je pense qu'il y a on est une société très politique et on est une société dans laquelle, effectivement, il est en train de se passer un double mouvement. D'abord, un mouvement qui est déjà installé depuis 15-20 ans de défiance chronique sur tous les émetteurs. Publics, privés, même aujourd'hui les émetteurs associatifs, les grandes ONG ne sont pas crues. Et bon, alors, ça, c'est un mouvement international, mais en France, on le voit très saillant. Et donc, il y a une remise en cause de tous ceux qui aujourd'hui ont une expression organisée. Donc ça, c'est un phénomène très important. Et puis, il y a pour moi un deuxième phénomène, c'est la remise en cause vraiment qui est en train de s'installer et diffuser dans la société sur notre rapport à la consommation et plus loin que là, sur finalement le modèle néolibéral de notre société de consommation. Il y a un vrai doute qui est en train de s'enquister, qui est en train de s'installer et très curieusement, les annonceurs, les entreprises, en tout cas moi qui me permets d'en parler, avouent qu'ils sont assez chamboulés. Ils sont chamboulés parce que c'est intergénérationnel. Combien de patrons me disent, mais la question que vous me posez, mes enfants me la posent tous les week-ends, donc il te reste encore combien de temps pour agir? Donc il y a quelque chose qui est en train de vraiment bouger dans notre société. Et alors, par effet, j'allais dire par ricochet, mais par écho, on le voit dans les études de comportement des consommateurs, c'est très clair et à la fois c'est très paradoxal, peut-être qu'on y reviendra, c'est-à-dire que dans le déclaratif, 80% des Français veulent consommer mieux, revoyez l'étude de Greenflex ADEME qui est parfaite sur le sujet. Étude Greenflex ADEME. Quand vous enlevez, quand Carrefour tente d'enlever les tomates en février dans ces magasins, c'est la catastrophe et les consommateurs vont ailleurs chercher des tomates parce que il y a et la gestion de cette schizophrénie qu'on connaît tous bien, parce qu'on connaît parfaitement la façon dont on s'excuse au quotidien parce qu'on a fait du vélo et puis on a diminué la viande et puis c'est vrai qu'on a fait attention de ne pas aller chez H&M et puis finalement on part se faire 4 jours en avion à New York parce que quand même après le Covid on y a droit. Bref, on a une façon tous de vivre la schizophrénie par rapport aux efforts que suscite cette transition et donc les marques, les communicants, on a à gérer ça dans notre quotidien. Je pense qu'on peut aussi parler de la Convention citoyenne qui a vraiment marqué, qui a été un point de retournement. Ça a quand même, dès le deuxième jour, quand Valérie Masson-Delmotte
arrive à la Convention citoyenne, parle de l'injonction contradictoire à laquelle nous sommes tous soumis quand il y a ces moments importants d'échange entre tous les membres, entre les 150. On voit bien que les choses vont se focaliser énormément sur le modèle que véhicule la publicité, les représentations, les modes de vie. Et c'est pas pour rien. Tu parlais de Big Corpo tout à l'heure, mais il y a eu tout un ensemble de rapports. Il y a eu le rapport de Thierry Libart et Jérôme Guibert qui a été remis à la ministre. Il y a eu le rapport de la Fondation pour la nature et pour l'homme. Enfin, bref, il y a eu énormément de rapports qui nous ont interpellés et qui ont fait que ces sujets-là sont aussi montés en première ligne dans les médias. C'était absolument passionnant. Je rappelle aussi que c'est la période où on démarre la pandémie, le confinement. Rappelez-vous également toute la réflexion qu'il y avait à l'époque pour aller vers le monde d'après. Voilà, donc il y a eu les raisons d'être aussi. La raison d'être. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. La question aussi de la lutte contre les infox. Enfin, c'est terrible. Donc, il y a ça, il y a la loi, tu l'as rappelé tout à l'heure, la loi climat et résilience, la loi sur les mobilités, la loi AGEC sur la consommation, ça c'est au niveau français, mais il y a aussi plein de choses qui se passent au niveau européen, et notamment sur la notation extra-financière, sur les infox, sur tout ça, et qui ont un impact majeur sur les entreprises. Elles peuvent et sur les organisations. Je préfère qu'on parle d'organisation de façon plus large. Mais, et ça, c'est vrai que ça a marqué énormément disons, toutes ces organisations qui ont vu que elles n'allaient pas pouvoir nécessairement passer à côté d'une réflexion et d'une réflexion qui était plus large que sur le service et les directions de communication. Le rôle des directeurs communication, il a bien sûr été remis en question avec un rôle de vigie davantage, etc. Mais c'est le rôle même des entreprises qui a été interrogé. Et c'est le rôle... est-ce qu'un modèle qui est fondé sur le modèle en volume peut continuer à perdurer ou pas ? C'est ça aussi qui est interrogé. À la manif climat de dimanche, je voyais « l'avenir sera sobre ou il sera sombre ». C'est extrêmement intéressant, intellectuellement parlant, entendons-nous. Mais parce que cette question de la sobriété, elle est au cœur même des questionnements qui doivent être les nôtres aujourd'hui. Quand on parle de communication, comment parler de sobriété dans la communication ? Est-ce que ça n'a pas été un petit peu des fois la course à l'échalote ? Toujours faire plus, toujours plus communiquer, parfois jusqu'à l'outrance. Qu'est-ce que ça veut dire être plus sobre dans la communication ? Ça ne veut pas dire ne plus communiquer. Enfin, je veux dire, il faut savoir raison garder. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans nos métiers ? Et ça, c'est ce qu'on doit construire ensemble. Il y a des moments où on va devoir être capable de dire « non ». Là-dessus, on pense que ce n'est pas une bonne idée et tant pis, on ne fait pas cette opération de communication. Ce n'est peut-être qu'une opération de vanité. Voilà, il y a peut-être des choses qui sont à réfléchir. Et à côté de ça, il y a peut-être des superbes opérations, oui, un peu impactantes, mais sur lesquelles on se dit, voilà, c'est extrêmement important. Et je pense que ceci explique aussi le fait qu'aujourd'hui, la communication responsable, c'est pas un petit sujet, c'est un sujet de toute façon qui est inscrit dans notre agenda de façon structurelle. Donc de toute façon, on ne pourra pas passer à côté. Voilà, moi c'était peut-être ça que je rajoutais. Et Stéphane, est-ce que toi tu sens même dans les saisies, dans les chiffres, le fait que cette montée en puissance qui fait que c'est maintenant qu'il y a une... on peut remonter le momentum un peu plus tôt quand même, parce que les ODD, c'est quand même un événement mondial, 17 ODD, de l'ONU, la plupart des pays qui signent, donc les Nations Unies. Les accords de Paris, c'est quand même un momentum qui s'est trouvé être à Paris, donc qui a coloré, mais qui est évidemment mondial. En France, quand même, la loi Pacte. Là aussi, c'est quand même très structurant. On a modifié un code civil comme jamais ça avait été fait depuis 2 siècles, 1804, on le rappelle. Donc on a quand même... Le départ de Nicolas Hulot, qui a eu un vrai impact. Donc il y a quand même, avant, on va dire avant
Bon, bien sûr, les gilets jaunes qui avaient une coloration énergétique. Bah, même les bonnets rouges, hein, les bonnets rouges aussi. Alors, bonnets rouges aussi, gilets jaunes. Enfin, donc, après, évidemment, ça a pu se structurer avec l'objectif donné à donc 150 citoyens volontaires tirés au sort de trouver le cheminement de la baisse de 40%, etc. Mais ça vient d'avant, quand même. Ça vient d'avant. Après, ça se cristallise un peu plus, évidemment, pour que ça devienne plus grand public. Mais les professionnels que nous sommes, enfin, la loi Pacte, elle est la plus ancienne et elle impose un certain nombre de choses, y compris des transformations de certaines entreprises à mission, etc. Donc, alors c'est vrai que pour un des paramètres que l'on a, c'est le jury déontologie publicitaire, qui a été refondé en 2008. Il existait avant une forme de jury, mais depuis 2008, il existe. Il était beaucoup drivé par les représentations, l'image de la femme, bien sûr, mais pas que, mais quand même beaucoup de l'image de la femme. Et c'est depuis 2 ans où c'est vrai que les affaires sont plus, alors des affaires plus complexes, il faut être clair, sont plus sur des sujets évidemment de subtilité, parce que rien n'est noir et blanc. Enfin, des horribles machines, on en trouve toujours, mais enfin, c'est quand même, faut vraiment que les personnes viennent d'une autre planète ou viennent d'un autre pays, parce que là, je rejoins Gilda. Je suis aussi dans les instances internationales. J'étais un peu seul dans le désert sur ces sujets, à part avec nos amis anglais, quand même. Ah oui. Mais nos amis allemands, ça ne percute pas, il faut être clair. Hein. Ah oui. Ça ne percute pas, même en Ils Allemagne. comprennent pas du tout. Je ne vous parle pas du Canada ou des choses comme ça. D'accord. On parle juste de l'Allemagne. Donc, ça percute aux Pays-Bas. D'accord. Ça percute beaucoup au Royaume-Uni. Ça percute pas du tout les Italiens et les Espagnols. Non, mais il faut. Donc, il faut se mettre à la place. Alors, quand vous êtes évidemment national, petite PME et autres, bon, d'accord. Et encore si vous voulez exporter, mais donc on le voit. Donc dans des communications, puisque beaucoup de communications sont mondialisées, c'est normal. On intervient beaucoup, il faut faire là aussi beaucoup de pédagogie. Donc il faut parfois aussi ressortir. Donc certes, on a les ODD, c'est la terre entière. Et dans les faits, au quotidien, la France est quand même très en avance, il faut aussi se le dire, peut-être trop en retard, mais par rapport au monde, pour le vivre, on est très en avance sur ces sujets. Juste, puisque tu as parlé du jury, comment ça fonctionne juste pour, Oui. c'est quoi le mode d'emploi? Ça fait quoi? Donc le jury est composé de 9 personnes indépendantes, c'est 2 magistrats qui président, Conseil d'État, cour de casse, professeurs de droit, des médecins aussi, qui peuvent être saisis, évidemment tous très simplement, gratuitement. L'ADEME elle-même peut aussi être plaignante. Ça arrive, et ça arrive encore récemment. En ce moment, il y a une affaire, elle n'est pas encore passée devant le jury, donc je l'ai vue arriver seulement. Donc, il y a l'ADEME, mais y compris des ministères ont pu se plaindre. Mais un citoyen peut... Voilà, un citoyen, une association, bien sûr, une entreprise, parce qu'il peut y avoir aussi des champs concurrentiels, peuvent saisir. C'est évidemment simple, gratuit pour les plaignants. Ce n'est que là encore que payé par la profession. Et les présidents du jury, donc les magistrats, examinent toutes les plaintes. Il y en a eu 735 l'année dernière. Les examinent toutes, répondent à toutes, mais y compris répondent à des choses dont on parle peu, mais qui sont il y a trop de noir dans la pub. Hein. Oui, c'est que il y a aussi ça comme plainte. Bien sûr, oui. Donc, si Z est à ce niveau-là, c'est qu'il y a aussi des plaintes qui vont dans le même sens. Hein. Donc, il faut aussi lire le monde tel qu'il est. Et le jury reçoit aussi ces choses-là. Alors, bien sûr, les baisers homosexuels, n'en parlons pas. On reçoit toujours plein de plaintes là-dessus. Donc, c'est aussi une réalité. C'est vrai que vous n'en parlez jamais, pas... la RPP, de ça. Non, parce que ça ne donne pas lieu à des affaires. Parce que très vite, les présidents disent non, c'est pas recevable. Au sens que, évidemment, c'est tout à fait conforme aux règles. Mais il y a toutes ces plaintes de l'amont. Après, les plaintes réellement qui donnent lieu à des affaires, c'est-à-dire un contradictoire, au contraire peut-être du monde des réseaux sociaux qui existent et qu'on peut lire, mais là, il y a quand même un vrai contradictoire qui est fait, c'est-à-dire qu'évidemment les plaignants sont entendus, mais aussi, et c'est normal, l'entreprise, l'agence, les médias, et ça donne lieu à des avis très écrits et très pédagogiques, qui peuvent même donner lieu à une révision si une partie n'existe pas. C'est aussi un autre conseiller d'État qui peut dire non, il y a eu le jury nécessiterait de revoir tel point ou pas. Ces avis sont publics? Ils sont publics ou ils sont... Tout est public. Vous avez sur le site. Si certains veulent faire un mémoire là-dessus, c'est pas intéressant. De manière antéchronologique, toutes les plaintes. Donc il y en a eu. On a reçu. Il doit y avoir maintenant en 13 ans au moins 12-13 000 plaintes reçues. Et donc toutes les affaires, en tout cas les 103 affaires
manière sont évidemment accessibles. Tu peux peut-être dire aussi que le jury examine à l'aune de la recommandation de Oui. développement durable. On est bien Et sûr, non c'est pas les juges. Hein. Non, non, mais c'est intéressant. Tout à fait. Ça change beaucoup de choses. J'ai rien dit. En fait, ça change beaucoup de choses parce qu'il faut avoir une lecture de juriste de la recommandation de développement durable. Après, vous pouvez avoir votre intime. Il l'a apporté. On ne sait jamais des fois que... Je vous en supplie, non. Non, pas là, pas maintenant. Je voudrais qu'il pose des questions. On ne recommence pas sur ces débats. Non, mais je trouve que c'est important. Et une seule personne peut porter plainte, et dans ce cas-là, et ça suffit. Je veux dire, il n'y a pas besoin qu'il y ait 50 plaintes. Et ça, c'est important aussi. C'est une vraie opportunité. Mais il faut bien savoir qu'il va falloir argumenter votre plainte à l'aune de la lecture qui sera faite de la recommandation développement durable qui est en cours actuellement et qui a changé en août 2020. C'est pour ça que là-dessus, ça peut donner lieu à des accords entre d'interprétation par rapport à une lecture que l'on pourrait faire les uns ou les autres de cette recommandation. Claire, tu veux ajouter quelque chose? Je veux leur expliquer parce que sinon ils ne peuvent pas se marrer comme je me marre. C'est qu'on a des débats, ça fait 15 ans qu'on a des débats sur le sujet. En fait, notre profession s'autorégule. Donc déjà, il peut y avoir une forme de contestation dans la société. D'aucuns peuvent dire copains-coquins, ils font la règle entre eux, c'est un peu facile. Ça, c'est plutôt des mouvements assez extrêmes qui sont de moins en moins présents parce qu'on est capable, rien qu'entre nous, de se foutre sur le nez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en permanence, comme je le disais, à juger et à accompagner une communication qui bouge avec la société. C'est-à-dire que vous écrivez une règle, recommandation, publicité et développement durable. Moi, j'ai participé à 2 révisions du texte. Vous avez forcément un moment, au bout de 2-3 ans, ça va très vite, vous voyez émerger dans la société un certain nombre de communications, de messages, de pas de côté, qui tout d'un coup ne sont plus recevables par une société qui bouge tout le temps et qui a une sensibilité qui évolue. Alors, on a des débats qui sont des débats complexes. Je vais vous donner l'exemple qui a mis un peu le feu aux poudres il y a 2 ans, avec le Covid, je ne sais plus si c'est 2 ans ou plus, ou 4 ans. 4 ans? Non. On parlait de Cdiscount. C'est la publicité Cdiscount, qui était une publicité pendant les soldes, une campagne d'affichage qui, au vu de notre recommandation du texte tel qu'on l'avait écrit et qui fonctionnait, donc je peux moi en tout cas dire que ça ne nous avait pas paru possible qu'une publicité sorte comme ça avec cette nouvelle intention. C'était une illustration d'un plan de coupe d'un cerveau humain, on illustre, et avec à l'intérieur un packshot produit qui pouvait être soit un écran télé, soit un PC, que sais-je, il y en avait 4 visuels, et une bulle qui sortait du cerveau et qui disait mon écran, ma télé marche bien, mais si je la fais tomber, un accident est si vite arrivé, et moins 40% sur la promo boulanger ou Cdiscount pour les soldes. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé là avec un truc qu'on ne pouvait pas imaginer que des publicitaires fassent, c'est-à-dire insuffler, distiller un petit message qui disait T'en as un, pourquoi pas 2? En fait, ça te ferait vachement plaisir d'avoir une nouvelle télé. En fait, tu sais très bien que la changer, c'est peut-être pas une meilleure idée sur le plan écologique, mais bon, tu peux de temps en temps, la schizophrénie que je vous racontais tout à l'heure, tu peux de temps en temps rajouter ça dans ta liste d'excuses. Et donc, on s'est retrouvé avec une bronca portée par des amis, organisée par l'ADEME, entre autres, en disant mais il faut absolument que les publicitaires, la régulation, vous compreniez qu'il faut faire évoluer le texte. Donc voilà, c'est tout le sujet de nos débats internes de vieux loustiques de la cause, c'est-à-dire d'essayer en permanence d'avoir des règles qui collent à l'évolution de la société, à la sensibilité des publics, mais à la fois qui soient qu'on puisse organiser dans les formations, parce que ce n'est pas évident de former des professionnels sur le sujet, et que des juristes puissent lire dans un texte très clair pour essayer de voir s'il y a ou non intention d'aller à l'encontre
d'un des éco-gestes défendus Oui, par oui, l'ADEME. mais peut-être juste un point. Il faut regarder aussi l'étude de l'ADEME sur l'allongement de la durée de vie des produits qui allait sortir peu de temps après ou concomitamment, et sur le fait que, en fait, l'impact environnemental du produit il est pour l'essentiel au moment de la fabrication. Donc, plus la durée de vie de votre produit est courte, plus vous avez un impact environnemental qui est extrêmement important. Et la focale de votre télé, elle n'est pas sans impact non plus. C'est-à-dire que si vous doublez la focale de votre télé, vous doublez l'impact environnemental aussi de votre télévision. Vous voyez bien que tout ça, on dépasse dans ce cas-là le cadre de la communication et on va venir sur les apprentissages que l'on doit faire nécessairement pour mieux comprendre les enjeux environnementaux. On ne peut pas se passer de ça. Comment voulez-vous parler et faire la promotion d'un produit, d'un service ou autre, etc., en vous appuyant sur des allégations environnementales si vous ne comprenez pas les enjeux qui sont associés? La recommandation, elle nous aide, elle nous cadre. Et quand moi, je vois qu'il y en a qui ne la connaissent pas, je trouve ça quand même un peu dramatique. Parce que, voilà, il y a à la fois la reco, il y a aussi ce que nous, on comprend du monde qui nous entoure et des enjeux environnementaux qui nous entourent. Et donc, notre rôle de communicant, c'est de demander à l'équipe qui vient nous voir en nous disant ouais, je veux communiquer sur mon super produit et je te dis, il fait tout, il est super, super green, apporte-moi les preuves. Sans les preuves, et vous là-dessus, vous devez savoir les lire, vous devez les comprendre, et vous devez, et c'est comme ça, et c'est pour ça aussi qu'il nous faut pouvoir progresser, mieux comprendre, ou en tout cas savoir bien poser les questions pour comprendre jusqu'où on peut aller dans la promotion d'une allégation environnementale associée à un produit ou à un service. Mais on peut pas rester sans savoir. Et sur les allégations, vous aurez une nouvelle version de ce guide des allégations environnementales qui doit être votre Bible. Ouais. A priori, juin-juillet, de ce que j'entends. C'est un long travail, hein. C'est le Conseil national de la consommation. Hein. Donc, l'ADEME et l'ARPE, nous sommes invités en tant qu'experts, mais nous ne sommes pas partie prenante de ce Conseil national de la consommation. Il y a un guide qui existe déjà depuis 2010, dernière version 2014. Il va être actualisé, mis à jour. Mais, enfin, déjà, si vous l'avez, en fait, vous avez la reco de l'ARPE, le guide. Ouais. Normalement, vous devriez bien vous en sortir. J'en profite quand même pour vous dire qu'il est interdit de prétendre en communication qu'un produit est durable, qu'il est responsable ou qu'il est écologique. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'on est dans un système très régulé et aujourd'hui, c'est très compliqué pour les annonceurs, pour les agences de comprendre que oui, mais moi, ma lessive, elle a l'écolabel. Oui, mais tu ne peux pas dire qu'elle est écologique. Tu dois la relativiser. Donc, voilà. Donc elle est plus écologique au regard et qu'elle ne sauve pas la planète. Ni les ours blancs. Voilà. Et attends, et on parle de pub là, mais là vous nous avez lancé, c'est un peu pas de bol. J'ai plein d'autres questions. Non mais on sait, on va te laisser, on va te rendre la parole. Mais attendez, il n'y a pas que la pub. Dans le dernier rapport qu'on a pu faire avec l'ARPE, l'essentiel, c'est sur des réseaux sociaux et sur également des publi-reportages. Vous savez, les trucs qu'on passe jamais à la RPP. Ça représentait... Ou même dans les services. Ou même dans les services. Ou même dans les agences. Oui, tu as raison. Et là, il y a quand même des perles qui nous ont fait pâlir. Mais je veux dire, on avait le même avis tous. Donc, vous voyez, c'est aussi assez intéressant. On a souvent les mêmes avis quand on examine toutes ces publicités. Ça prend beaucoup de temps. Donc, les influenceurs, c'est un vrai... Enfin, là aussi, attention à ce qui peut être fait de ce côté-là. Après, je vais vous laisser temps parce que bon, je vous ai pas dit, on doit tout avoir terminé à 22h pour des raisons de sécurité et je pense qu'il faut qu'on ait un temps d'apéro qui est très très sympa là-bas. Donc, et je veux que vous ayez la parole. Donc, je vais juste faire une dernière relance sur les pratiques. Chacun, si vous voulez évoquer des bonnes ou des mauvaises pratiques, notamment Valérie sur l'usage du zéro, du net zéro, du zéro, du machin, etc. Peut-être Gilda sur une bonne pratique, si tu nous parlais du label l'agence active, parce que c'est quand même un truc. Oui, voilà. D'accord. Et puis une autre si tu veux. Et puis Stéphane notamment sur ce sujet du digital qu'on a évoqué tout à l'heure, qui sont où c'est encore une part un peu sombre du sujet, mais voilà. Alors,
Vas-y, Oui, vas-y. alors très rapidement, bonne pratique chez Sidiez, Oui, c'est de passer au bain d'acide nos messages et nos recommandations avec des parties prenantes expertes. Et c'est D'accord. vraiment un réflexe qui, pour moi, devient obligatoire, c'est-à-dire avoir assez de liens, de relations avec des experts dans le monde associatif, universitaire, scientifique, pour essayer de faire valider ce qu'on dit, ok. parce que ça fait quand même 50 ans qu'on prétend savoir. Ça se saurait hein, si dans les agences de com, on était Expert de tout, omniscient. ouais. Donc ça, c'est la première pratique. Mhm. La deuxième pratique, c'est au niveau professionnel. On a mis en place un référentiel de labellisation RSE pour les agences qui s'appelle RSE Agence Active RSE, Agence Active. et qui est un label très structurant parce qu'en fait, on avait besoin de pouvoir cadrer dans une même sémantique au regard de l'ISO 26000 communication, qui est quand même une norme qui est née en France hein, et qui est très structurante et donc qui permet aujourd'hui de faire auditer par l'AFNOR les démarches des agences. Et donc, ça y est, les agences s'y sont vraiment mises. Et puis, c'est marrant à voir, ça crée de l'émulation. On est dans un marché qui est très, très concurrentiel. On adore avoir la première étoile, puis la deuxième étoile, puis la troisième étoile. On est rejoint là par des agences de relations presse qui viennent de rejoindre la dynamique, bientôt les agences médias. Donc voilà, c'est une dynamique qui est très importante. Encore faut-il maintenant que les annonceurs fassent vraiment ce qu'ils disent, c'est-à-dire privilégient d'avoir des partenaires qui garantissent une formation et une acculturation dont on parlait tout à l'heure. Là, on vient d'évoquer donc la norme ISO 26000 2010, la norme ISO 26000 appliquée au champ de la com 2012, fin 2012. Donc, vous voyez, là aussi, on est très équipé depuis un bon paquet d'années, quoi, en fait. Hein, donc, alors, la mauvaise pratique ou celle que celle que tu voulais pointer du doigt Non, mais peut-être une pratique qui m'agace, c'est allez, la bouteille d'eau en plastique neutre en carbone, la tomate neutre en carbone, la livraison neutre en carbone, les vêtements 100% neutre en carbone, la bouteille de gaz 100% compensée, et on peut continuer comme ça extrêmement longtemps. Ça pose un vrai problème, cette question de neutralité carbone. Parce que, honnêtement, utiliser une expression pareille, ça a des effets délétères. Ça projette sur les gens un imaginaire complètement trompeur. Et en gros, ce que ça leur fait croire, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire d'efforts, qu'il y a des choses qui vont se résoudre d'elles-mêmes, puisque c'est une simple histoire de comptabilité qui reviendrait à dire que une tonne de CO2 émise est toujours égale à une tonne de CO2, une tonne compensée. Cette formule arithmétique, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie parce qu'il y a des méthodologies qui sont différentes, il y a une temporalité qui est différente. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire ça. Ensuite, ça masque les efforts réels des organisations qui réduisent de façon drastique leurs émissions de CO2. Ça masque aussi les efforts de celles qui vont engager des vraies démarches certifiées de compensation carbone. Nous, on ne dit pas qu'il faut arrêter la compensation carbone, on dit juste qu'il y a des pratiques qui sont bonnes. On s'engage véritablement dans des actions à financer des projets de co-développement bas carbone et où les impacts sociaux, les impacts environnementaux sont vraiment pris en compte et où non pas on va financer de la plantation d'arbres de façon industrielle pour maximiser un retour sur en maximisant son retour sur investissement de façon extrêmement courte. Ensuite, ça pose un autre problème, c'est que du coup, ça va masquer également tout l'engagement qui est, et ça va donc tuer tous les récits mobilisateurs. Parce que autour de justement cette question des transitions, on n'a qu'une histoire de comptabilité carbone. On va masquer tout le bien qu'on va pouvoir obtenir en allant vers une société qui soit plus neutre en carbone, une société qui soit plus sobre, plus solidaire, plus juste, puisqu'on a réduit ça à une simple formule arithmétique et à une simple histoire de comptabilité. Donc moi, ça, c'est la première chose. On a sorti un avis d'expert de l'ADEME
sur la communication autour des allégations de neutralité carbone. Je vous invite à le lire, parce vraiment, que là, je pense que si je le résume, notre ami ne va pas vouloir, donc je ne le ferai pas. Donc ça, il y a la première chose. La deuxième chose, je pense qu'on peut parler aussi dans le cadre des travaux, des choses qu'on soutient. Il y a réussir avec un marketing responsable.org qui est, on bosse avec David Garbous, on travaille aussi avec l'Union des marques, l'ILEC, voilà, et bien d'autres, Audencia ou autres. Et on a eu le palmarès il y a quelques semaines. Et parmi ce palmarès, il y a Colgate qui a obtenu une mise en avant de sa bonne pratique, puisque nous, on n'a pas un jury, on n'a pas des trophées, on n'a pas des choses comme ça. Et il a développé, Colgate a proposé de développer un tube dentifrice en PVC souple, extrêmement intéressant, mais il a mis sa technologie en open source. Donc, ça veut dire que tous les fabricants de tubes de dentifrice et au-delà peuvent s'en saisir. C'est quand même assez intéressant. Et deuxièmement, il a choisi de ne pas se vanter, de ne pas faire de la communication autour de tout ça. Bien sûr sur son site internet, mais il ne l'a pas exploité de façon publicitaire. Non, mais je trouve c'est la sobriété, tu vois. Je trouve que c'est assez intéressant, en tout cas. Et le troisième point, c'est peut-être, je ne sais pas si vous avez vu passer la campagne Stop au greenwashing du label Emmaüs, qui interpelle Zalando, Amazon et autres, etc., en leur disant arrêtez de venir sur le terrain de la seconde main si vous n'avez pas l'intention de changer de modèle. C'est une campagne qui est très forte et qui mérite d'être discutée aussi dans les cours de communication. Voilà, c'est 3 exemples comme ça dont je voulais parler rapidement. Okay. Mais la vie, je pense que c'est intéressant que, n'hésitez pas à la voir, même je pense que beaucoup de directions de la com, moi j'étais encore récemment là dans un séminaire où il n'y avait absolument pas cette conscience-là, parce que vraiment tous les mots tournaient, c'était comment on parle de zéro d'une manière ou d'une autre, quoi. Vraiment, donc même si vous êtes en apprentissage, etc., soyez la mouche du coche qui vient expliciter ça. Oui, dis-nous. Rappelons que neutralité carbone donc, est interdit par la loi. Hein. Ouais. Dont on attend le décret qui est le mois prochain. Ou en juillet. Donc là encore, vigilance. Hein. Enfin, j'ai l'impression de faire toujours le juriste, mais j'alerte vraiment, il y a une responsabilité forte des dirigeants. Hein. C'est que maintenant, c'est du droit dur, bien sûr. Les subtilités, de tout ce dont on se parlait, la recommandation, mais va couvrir plein d'autres champs. Mais il y a quelques termes où là, vous êtes carrément dans le droit dur. Vous savez, quand vous avez la DGCCRF qui arrive, c'est pas simplement pour vérifier que la promotion soit bonne, ça va être aussi, avec des agents assermentés, ça va être aussi sur ces allégations-là. Donc là, je suis moins sûr que votre service juridique soit fan de ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut se bouger très vite, pour ceux qui auraient un peu de retard sur ce sujet, et en tout cas bien intégrer qu'il y a quand même des termes qui deviennent résolument des pratiques trompeuses. Sur le marketing, évidemment, bon, il est trop timide, hein, Sahel, mais il y a son livre à lire chez Duno. C'est gentil. Qui aborde les 2 sujets, hein, communication et marketing. Donc, ça, je ne peux que bien sûr vous le recommander. Sur la publicité, dans bonne pratique, nous-mêmes, si vous prenez le métro, alors pas Valérie, puisqu'il y a une campagne dans le métro, Médiatransport a généreusement offert des espaces à une campagne, certes B2B, mais justement, c'est aussi fait pour vous, une campagne B2B pour inciter à ce que vous communiquiez vos créations à tout stade de la création, de manière évidemment toujours confidentielle, c'est ça l'ARP, avant diffusion, puisque le principe, c'est quand même d'éviter qu'on ait trop de travail, Valérie et nous, dans le bilan que l'on fait conjointement chaque année. Voilà. Et alors sur la partie, parce qu'on avait fait un petit teaser tout à l'heure sur la partie des influenceurs. Donc sur les nouveaux acteurs, sur ces nouveaux médiateurs, il y a évidemment, on mène beaucoup de bilans, vous savez, d'observatoires, et on a forcément mené des observatoires avec des outils de plus en plus d'intelligence artificielle, parce que la masse nécessite ça, pour faire remonter des suspicions de manquements justement aux règles, et particulièrement celle-ci, et observer 3 types de manquements. Enfin, le premier, c'est évidemment tous ceux
des influenceurs qui ont une collaboration commerciale mais qui la cachent. On rappelle que ça, c'est vraiment le socle historique. C'est aussi du droit dur, hein, bien sûr, de cacher la collaboration commerciale. C'est une pratique commerciale déloyale depuis pas mal de temps. Et puis, il y a évidemment ensuite la nature de l'expression qui va être faite. Donc, bien sûr, on pense Nabila, mais il y a des millions hein, d'influenceurs. Donc Nabila a été attrapée parce que Nabila a, a eu des messages d'influence sur les crypto-monnaies. Bon, déjà, ça peut paraître un peu surréaliste, mais c'est pas pour ça qu'elle a été condamnée. Ça pourrait être déjà la raison pour laquelle elle aurait été condamnée en disant mais tout tu sors de ta compétence, mais c'est qu'elle a caché, l'appartenance, le message commercial derrière. Enfin, le fait qu'elle ait été payée pour faire ça. Je crois qu'elle a été condamnée à 20 000 €, quelque chose comme ça. Elle a payé, elle a préféré négocier une amende et le faire savoir, parce que ça a arrangé évidemment aussi de rendre public, parce que les influenceurs s'influencent, donc ils se regardent, en tout cas des catégories d'influenceurs. Donc, là encore, dans notre rôle de pédagogie, on a mis en place un certificat, puisque quand on a observé qu'il y avait des manquements, et sur les influenceurs, une grosse proportion de manquements, plus ou moins graves, mais quand même une proportion, a été mis en place un certificat de l'influence responsable. Donc, les influenceurs peuvent passer un cursus en ligne. Après, par contre, il y a une sorte de diplôme, il y a un vrai test, ils doivent avoir au moins un 3/4 de bonnes réponses. Et après, à partir de là, ils peuvent s'arroger ce label, on va dire, influence responsable par l'ARP. Mais bien sûr, on les contrôle en permanence, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment toujours dans l'observatoire et il y a plusieurs versions. Par exemple, on travaille avec, pour rester dans le cadre de Nabila, avec l'AMF, l'autorité des marchés financiers, avec qui on a un partenariat aussi, pour faire une version un peu ad hoc pour ceux qui voudraient, parce qu'il n'y a pas de raison d'interdire la communication sur les produits financiers. C'est très cadré, bien sûr. Et puis, il y a à peu près 150 000 influenceurs activables en France. Hein. Dans la plateforme avec qui on travaille, qui s'appelle Reach. Donc, il y a de tout, par définition. Mais c'est très bien, parce qu'ils peuvent aborder de tous les sujets. Il y a les plus petits, moins de 10 000 abonnés. Hein. Bien sûr, j'essaie de jamais parler en anglais, loi tout bon oblige. Et puis, il y a jusqu'à 1 million et les plus d'1 million d'abonnés. D'ailleurs, les plus d'1 million, on voit, sont beaucoup plus entourés, puisque c'est là où on a beaucoup moins de cas. Il y a un vrai conseil, ils ont souvent des agences, ils ont des agents. Enfin, là, ça devient des métiers, aussi parce qu'ils gagnent leur vie, clairement, avec, ce qui est beaucoup moins le cas pour les plus petits. Mais là encore, on est dans notre rôle, comme on l'était en 1935, nos grands aînés ont créé un dispositif pour chasser la mauvaise pub, et à l'époque, elle était déjà financière, la mauvaise pub. Hein. C'est tout le scandale des bons du Trésor, du canal de Panama, enfin tout l'affairisme qu'il y a pu y avoir dans l'entre-deux-guerres. Donc les annonceurs responsables déjà de l'époque ont dit on va contrôler et chasser les produits miracles qui font repousser les cheveux. Ça avait pu exister. Et la preuve, ça marche. Et donc, et là, on le fait bien sûr des décennies après. Mais les principes restent les mêmes. C'est pour ça que l'autorégulation est assez intangible. Est très contemporaine et intangible sur ses principes de base, et transversale, et au contraire peut-être du droit dur. On n'a pas de silo, nous. Hein. Nos règles sont des règles très génériques, quels que soient les supports. Donc, y compris donc, pour les derniers médias, il y en aura d'autres, y compris dans les métaverses et autres. On est déjà... Vous êtes déjà évidemment, les règles sont déjà applicables de fait, puisqu'on est agnostique. On ne va pas créer un texte de droit, ou même si les textes européens vont aborder tout cela. Hein, là, il va y avoir une salve Green Claims, enfin légalisation verte au niveau européen. Donc c'est pour ça que tous les pays qui étaient peut-être en retard vont plus l'être. Et puis bien sûr pour le digital, c'est évidemment une dimension importante, puisque c'est quand même, vous le savez maintenant, le premier média d'investissement, hein, le digital dans toutes ses formes. Et ça pose de vraies questions, évidemment, à tout le monde, mais avec des vrais enjeux. Alors, j'ai là parlé évidemment de comment faire dans l'éco-conception des campagnes tous les efforts nécessaires, et y compris bien sûr sur les diffusions, mais en veillant aussi, et l'actualité est flagrante, la communication responsable, c'est aussi d'être présent auprès de contenus qui financent l'information, qui vont financer les équipes qui malheureusement peuvent se faire tuer, des journalistes comme on voit en Ukraine. Et donc c'est aussi cette responsabilité de communicant, c'est pas de mettre des mots qui interdisent « Oh là, ça parle de l'Ukraine, je veux pas être à côté. Oh là, ça parle de la guerre, je veux pas être à côté. » Est-ce que c'est responsable de taguer, parce qu'on a tous les outils comme ça sur le digital, de s'interdire de communiquer sur des environnements
anxiogènes, etc., tout ce qu'on veut. C'est aussi ça la communication responsable. Alors, ce n'est pas le rôle de l'art, parce que là, on est sur les contenus, mais on est sur une ouverture plus vaste. C'est aussi cette dimension-là de ne pas hyper cibler, d'éviter les effets de bulle aussi, de conformité, l'hypersegmentation à de vrais enjeux sociétaux. On le sait. Et parce que le vivre ensemble, la pub, ça avait cette capacité de montrer de manière un peu transcourante, transgénérationnelle, historiquement, que ce soit l'affichage qui est vu par tous, ou la radio écoutée par tous, l'affichage, la télévision, les carrefours d'audience regardés par tous, ça projette, et c'est pour ça que ça génère des plaintes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur certaines personnes qui assument, qui l'écrivent clairement, je suis raciste, et qui le disent. Et donc, mais ça confronte, comme jadis, une pub Nescafé a introduit la représentation d'un divorce, etc. La publicité a aussi ce rôle-là. Alors, si on hyper segmente tout, est-ce que la publicité répond à ça? Et donc aussi vigilance. Le digital est important, les plateformes sont toutes nécessaires. Mais on a aussi cette responsabilité sociétale, et en tout cas, c'est pour ça que c'est un très beau métier, qu'on a choisi ces études. J'ai aussi fait une école de pub, etc., parce que je trouve, et j'ai un peu vieilli, mais que ça marche et que c'est toujours passionnant. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose de vous donner la parole, de poser des questions. On a le temps dans notre timing. Donc, qui veut toujours compliquer la première? Oui. Alors, je vais te passer le micro, parce que comme on fait un petit replay, je pense que le son passera par le micro. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question sur la façon dont est-ce qu'il y a des marques qui viennent vous voir? Alors, je m'adresse particulièrement à Monsieur Bonnel sur CIDIES, parce que c'est un patron d'agence, mais qui viennent, alors ça peut paraître un peu naïf ce que je vais demander, mais qui viennent pour vous dire à un moment, nous, on vient en tant qu'entreprise, en tant que marque, et on aimerait dire qu'on produit moins. On produit moins, voilà. Parce qu'en fait, nous, on nous demande, le GIEC nous dit, on produit, on émet 12 tonnes de CO2 par an. Il faut 2 pour limiter le réchauffement à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Nous, en tant que marque, comment on fait pour être crédible en communication responsable, pour continuer à communiquer en dehors des petits sujets très intéressants, RSE, qui sont absolument passionnants, sur la réduction des emballages, etc., sur l'accompagnement, les sous aux associations de préservation de la biodiversité, etc. J'en parle parce que c'est aussi mon métier. Mais comment, à un moment, est-ce qu'il y a des marques qui viennent vous dire, nous, on accepte, et on se dit, on accepte de réduire, et que, on ne cherche plus de part de marché, et on ne cherche plus à être numéro 1, et qu'à un moment, il va falloir se dire que nous aussi, en tant qu'entreprise, on a juste ça. Est-ce qu'il y a des gens où ça existe en réflexion, voire en communication? Voilà, c'est tout. Alors, il n'y a jamais de questions naïves, sinon il n'y a pas de questions. Vous avez lu Le Bug humain de Boller? Non, je vous recommande de le lire, c'est hyper intéressant. Okay. C'est une très bonne pédagogie sur le striatum, qui est la partie de notre cerveau le plus ancien, le plus reptilien, qui en fait passe son temps à nous activer de la dopamine quand on a plus, entre autres. Et donc, non, il n'y a pas de client qui m'appelle en disant « Tiens, j'aimerais bien diminuer mon chiffre d'affaires et mes parts de marché ». Ça n'existe pas. En revanche, il y a un prisme. Si on appelle CIDIES, c'est qu'on a des sujets bien précis sur le sujet de la transition ou de la communication responsable. En revanche, on a des discussions. J'ai beaucoup cité Henkel, parce qu'Henkel, c'est des Allemands. Henkel, c'est le chat, c'est Vademecum dans mes clients, c'est Diadermine, voilà, on accompagne toutes ces marques-là. Et c'est vraiment des gens qui ont compris que finalement, le sujet, c'était le sujet de la valeur. Et ça, c'est un aspect positif. Vous renversez votre question. C'est-à-dire que la question qu'on se pose avec ces marques-là, c'est comment est-ce que l'on participe à recréer de la valeur sur le produit à travers une communication sur la consommation plus consciente.
Donc, on a eu le cas, je m'en souviens très bien, avec le chat éco-efficacité, qui avait fait une catastrophe de greenwashing dans les années 2008, 2000, c'est ça, au début, et qu'on a récupéré derrière pour relancer une communication. Et je me souviens très bien d'une discussion avec le directeur marketing en lui disant, mais si vous êtes vraiment sincère et que vous voulez vraiment diminuer l'impact environnemental de votre produit, il faut dire à votre consommateur d'arrêter de laver ses draps toutes les semaines, s'il les lave toutes les semaines, et de les laver tous les 15 jours. Et d'aérer le lit, il faut laver moins. En fait, il faut laver mieux. Il faut mettre moins de produits. Il faut remplir la machine à laver, pas faire des tambours à moitié plein. Et donc, rentrer dans cette communication-là fait assez peur aux marketeurs qui disent « Ah non, mais moi, je vends du tonnage de lessive ». Sauf que nous, on prétend, et vraiment, j'ai des cas très précis comme le chat, où on a gagné des parts de marché en disant aux consommateurs, et là on a l'exemple avec une pub qui va sortir prochainement, des insights consommateurs où la mère de famille, elle sait très bien que l'adolescent, quand il n'a pas envie de ranger son jean, il le met dans le linge sale. Donc c'est comment est-ce qu'on reprend conscience de à quel moment vraiment on a besoin de laver son linge. Et quand on parle de ça à la conso, tout d'un coup, on la considère comme intelligente parce qu'on sait qu'elle sait. Et finalement, on est une marque qui tout d'un coup peut parler d'une réalité qui est de dire il n'y a pas besoin de laver, on peut détacher avant de laver, on n'a pas besoin de laver. Et nous, notre promesse, c'est qu'on va gagner des parts de marché face à Ariel, qui n'a pas la même logique. Allez, je suis enregistré. Bon, voilà. Donc, on va gagner des parts de marché et on est content de le dire. Et quand on fait plus 18% dans les linéaires, on est ravis. Et on embarque avec nous les autres marques écolo du rayon parce qu'on a une pression plus importante en médias et ça permet de dire ça. Donc, non, il n'y a pas d'exemple. Mais on a fait une pub sur Vademecum avec, pour casser l'image de Signal qui était une tartouille de dentifrice. Vous vous souvenez peut-être de ces images-là, la vague Signal, qui était un abus de consommation en rappelant que c'est une noisette. Et donc, oui, aujourd'hui, les marketeurs pigent. Ils pigent mieux qu'ils ont un vrai effet de levier et de considération pour dire que l'objectif de la marque, c'est d'accompagner le consommateur vers une consommation plus responsable. Et là, on peut regagner en valeur. C'est ça l'enjeu. Attends. J'en connais quand même une que je trouve extrêmement intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez la marque, c'est une petite marque, pardon si j'ai dit petite, mais je trouve que la créatrice est géniale. C'est Loom. Et la créatrice, c'est Julia Fort. Je vous invite à écouter son TEDx et ses prises de parole. Et où justement, son ambition n'est pas de toujours maximiser son profit, de grossir et de grossir et de grossir. Et je trouve qu'elle a un rapport à, disons, à l'entrepreneuriat qui est extrêmement intéressant. Et elle est dans le secteur de la mode, et donc d'une mode plus responsable. Et ce qu'elle nous donne à entendre et à voir doit nous inspirer. Parce que justement, elle le décrit très très bien. Elle décrit comment au début, y a des gens qui l'interrogent, qu'est-ce que tu fais? Donc elle raconte, etc. Ah ouais, donc si tu fais ça, ça et ça, tu vas grossir, tu vas avoir plus de profit, tu vas devenir plus gros, etc. Elle dit, ah non, c'est pas ça du tout mon objectif. Et je trouve que c'est intéressant. C'est peut-être voilà, des nouveaux entrepreneurs qui remettent le sens au cœur même de leur métier et pour qui, justement, qui réinterrogent le modèle qu'ils ont envie de développer. Je n'ai pas dit que c'était tout le monde, mais je trouve que c'est intéressant que dans ce secteur-là en particulier... En tout cas, c'est un super coup de pub. Oui, mais parce que c'est vraiment extraordinaire et je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait et la façon dont elle l'explicite. C'est passionnant et c'est très interpellant. On l'avait fait intervenir dans le cadre de nos travaux sur la sobriété. On tourne autour du sujet de toute façon. Ouais. Comment on rend la sobriété désirable? Comment on crée ce contre-modèle? Encore une fois, c'est ça l'enjeu aujourd'hui.
Et ce que tu dis, Gildas, je partage effectivement, mais comment on va un pas plus loin, c'est ce que vous proposez et c'est la question que vous posez. Et Je sur propose lesquelles... pas, mais je... Enfin, c'est la question que vous nous Mais je proposez pose la déjà aujourd'hui question pour pouvoir parce réfléchir. qu'il va falloir se poser la question sérieusement. Exactement. Et pour ça, ça veut dire aussi changer de prisme dans la façon dont nos sujets de communication, de marketing sont aussi enseignés dans l'ensemble des écoles, y compris des écoles de commerce, etc. C'est quand même, va falloir faire un petit reset au niveau du logiciel. Je trouve qu'il y a des choses qui avancent, en l'occurrence. Il ne faut pas voilà, dire que rien ne bouge. Il y a des gens qui s'interrogent de plus en plus. Et la question du sens, la question des valeurs qui animent aussi les professionnels de la communication ne peuvent pas être jugés pour rien. Ils peuvent faire bouger aussi de l'intérieur un certain nombre de choses. Voilà, et c'est notre rôle à nous aussi de faire bouger ces choses-là. Petite question. Vas-y. Alors, bonsoir à tous. Déjà, un grand merci pour cette conférence. Merci à Sahel. Alors, moi, j'ai la chance en fait de faire partie de cette maison de Publicis, puisque je m'occupe de la communication de Publicis Média et d'être CELSA Alumni. Donc voilà, donc merci. Qualité. Voilà, donc on est vraiment ravis de vous accueillir. Sur ce sujet, bon, on se connaît évidemment puisque vous travaillez tous au quotidien avec notre direction RSE qui est pilotée par Caroline Darmon. On a la chance effectivement aussi d'avoir un service vraiment avec des compétences fortes et puis surtout une direction en fait qui s'est engagée en fait sur ce sujet. Et quand vous disiez il faut effectivement faire bouger les lignes, le groupe Publicis a vraiment pris des position forte puisque on a lancé il y a quelque temps un programme qui s'appelle We Are Positivers, qui est un programme de formation à destination de tous les collaborateurs, donc j'en fais partie. Voilà, donc Agathe Bousquet nous a tous lancés sur ce sujet. Donc c'est vraiment une position forte qui est de dire en fait il faut déjà que ça commence par nous et qu'on forme tous nos collaborateurs pour qu'ensuite nos collaborateurs puissent être des ambassadeurs en fait auprès des clients et auprès des différentes parties prenantes. Donc on a ce sujet. Et sur les parties médias, on a lancé en fait il y a plus de 2 ans un mouvement qui s'appelle le Positive Media Project que vous pouvez rejoindre d'ailleurs sur Instagram si vous le souhaitez et qui est en fait un think tank qui fédère en fait l'ensemble des parties prenantes, donc les médias, les annonceurs, les partenaires technologiques pour trouver ensemble des solutions. Parce que sur ce sujet, l'essentiel, c'est quand même ça, c'est de trouver des positions communes et de faire en sorte que tout le monde puisse avancer et de faire bouger les positions collectivement. Voilà. Merci. Super. Est-ce que quelqu'un veut... Ensuite, on aura un temps de débat informel, mais s'il y a des questions, c'est vrai. Merci pour ces échanges. Ma question, elle concerne la formation. On en a parlé un petit peu au début. Moi, personnellement, j'ai fini mes études il y a 2 ans. Je ne trouve pas qu'on ait spécialement été bien formés sur le sujet et que parmi mes camarades, très peu, en fait, étaient sensibles à la question. Alors, on a beau dire les jeunes, bah non, en fait, les jeunes, non, pas forcément. Et du coup, maintenant, dans la vie active, dans la vie professionnelle, alors qu'on veut faire bouger les choses, comment on se forme, on continue à se former en continu alors que ça bouge tout le temps? Alors, après Publicis, je vais faire ma pub aussi. C'est un clin d'œil à ma copine Caroline Darmon, qui est vice-présidente de la commission RSE. On a créé un cours, justement, parce qu'il y a vraiment, c'est une catastrophe. Ouais, une catastrophe. Alors, dans toutes les écoles de formation des communicants, il y a vraiment un manque sidéral et sidérant. Donc, on a fait un cours de communication responsable avec l'ADEME, la ACC et l'ADEME, avec l'aide de la RPP d'ailleurs, pour pouvoir mettre en open source un cours très complet qui permet de véhiculer, en tout cas, les notions de base, et on a voulu les aborder à travers les grandes controverses
qu'on a à peine effleurées ici, qui sont les grandes controverses sur notre relation à la surconsommation, la relation aux grands médias et à la démocratie. En fait, on finance qui? Bon, c'est des gros sujets. Ce cours est en open source. Vous pouvez le télécharger facilement en allant sur le site de la ACC, sur le site de l'ADEME aussi. Donc, et puis, il faut vraiment, nous, on a des communicants dans notre commission qui sont engagés pour porter ces cours. On le dit à nos écoles partenaires, mais c'est vrai que pour l'instant, ça commence, mais c'est pas encore suffisant. Je pense que c'est vraiment un enjeu, et puis c'est un enjeu de formation tout au long de la vie. Donc c'est à la fois pour les étudiants, c'est à la fois pour les professionnels dans les agences. Et oui, on le sait, on a vraiment un très gros enjeu pour embarquer tout le monde. Peut-être que tu peux parler aussi de l'initiative Reboot qui avait eu lieu l'année dernière, qui va repasser cette année. Enfin, franchement, il y avait eu, je crois, plus de 8000 étudiants, jeunes professionnels aussi, qui avaient suivi les 2 jours qui étaient organisés gratuitement là aussi. Il y a le guide de l'ADEME donc, sur la communication responsable. On est en train donc de sortir à l'été la V2 avec la refonte du site communication-responsable.adem.fr où là vous pouvez trouver tout un ensemble de ressources, non pas simplement sur la partie publicitaire, les éco-éditions, les éco-événements, la question des projets audiovisuels, le marketing. Là aussi, pour nous, c'est important de montrer que le travail du communicant, il est à 360 et que dans ces 360, il y a toujours quelque chose à faire sur nos sujets. C'est un vrai changement parce qu'il convient d'aligner ses discours avec ses actes, d'apporter ses preuves. Il n'y a pas de recette miracle. En fait, je pense que c'est ça aussi qui est extrêmement perturbant pour beaucoup. C'est que à l'époque, en tout cas, moi, j'ai pas fait d'études de communication, j'étais économiste. Et voilà, il faut vous apporter des vérités. Il y a des choses qui sont vraies et des choses qui ne sont pas vraies. D'accord ? Le problème, c'est que là, on doit aborder une pédagogie de la complexité. Une pédagogie de la complexité avec des choses qui sont mouvantes. Donc, forcément, c'est plus délicat pour pouvoir enseigner parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une seule solution qui peut être la meilleure, qui peut être bien, etc. Peut-être qu'il y a plein de raisons qui vont faire que vous allez choisir tel angle ou tel autre, mais au moins vous y avez passé du temps à y réfléchir. Vous avez essayé de voir quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à vous et celles qui se ferment à vous. Et à partir de là, je trouve que c'est important, c'est en toute connaissance de cause que vous allez décider que vous faites telle ou telle action de communication. En vous disant, voilà, cette fois-ci, j'ai été contrainte, pour telle ou telle raison, de faire mon action de communication de cette façon-là. Et voilà ce que je programme, parce que je sais que ce type d'action de communication, je vais le retrouver, pour que la prochaine fois, eh bien, je puisse avoir un moindre impact environnemental. C'est mon sujet, l'impact environnemental, mais l'impact social est évidemment aussi important. Et je trouve que c'est là aussi cette démarche d'amélioration continue. Personne attend qu'une organisation, quelle qu'elle soit parfaite. En revanche, elle doit être transparente. Elle doit être humble dans la façon dont elle explique les choses. Elle doit être, apporter des preuves de la véracité. Faire en sorte que quand on fait de la communication responsable, on comprenne qu'on n'est pas obligé de faire des choses moches et passéistes. Parce que ce qui compte, c'est quand même aussi l'efficacité de la communication. Et oui, quand on fait de la communication responsable, on fait de la communication aussi qui est efficace. Voilà, et d'avoir toujours ces principes-là en tête. Voilà, et ce qui fait qu'on va au fur et à mesure progresser. On a parlé de l'écoute tout à l'heure. On a parlé là, donc de l'évaluation. Et ça, c'est Assaël, il maîtrise le sujet beaucoup mieux que je ne le maîtrise. Mais en tout état de cause, une évaluation permanente de façon à nous permettre de progresser aussi tout le temps. Et ça, pour moi, c'est important. Et vous pouvez passer le certificat de la communication responsable, puisque du cours de communication responsable, on va dire en ligne, il y a maintenant, avec l'organisme de formation de la profession Media Institute, le certificat, où là, vous êtes 2 jours. Hein, d'ailleurs, c'était aujourd'hui la 2e journée de la première session. Et donc, ça vous permet même, en formation professionnelle, hein, évidemment, mais là, vous êtes dans les entreprises, c'est plus habituel, de passer ce certificat, où là, voilà, vous pouvez vous upgrader largement sur les problématiques où là intervient bien sûr la CC. Je croyais que la loi tout bon s'interdisait ce genre de vocabulaire. Mais j'attends l'astérisque qui fera le renvoi de la traduction et donc vous pourrez
progresser sur les enjeux, puisque intervient la ACC, intervient l'Union des marques, intervient l'ARP aussi, sur cette secours voilà, qui a été étendu et évidemment professé de manière encore plus opérationnelle sur des plus petits groupes de personnes. Et on en discute avec le CELSA, mais ce ne sera pas pour vous, parce que vous êtes déjà diplômé. Je peux faire un cri du cœur? Bah, vas-y. Alors, pour terminer, moi, mon cri du cœur, c'est j'ai soif, j'ai envie de boire un verre. Est-ce que les communicants, est-ce que nous serons utiles au monde? Est-ce que nous serons des alliés objectifs de la transition écologique? Je pense que le moment est vraiment opportun pour se poser la question. Quel que soit votre âge, quelle que soit l'organisation dans laquelle vous êtes, vous pouvez vous poser la question de est-ce que je suis bien à la bonne place pour faire bouger les lignes? Il y a plein de gens qui pensent, qui disent et qui continuent et qui continueront à dire que la communication doit être jetée avec l'eau du bain. Moi, je pense vraiment qu'il n'y a pas de projet aussi immense que la transformation des modèles de consommation et de société que nous avons aujourd'hui à transformer. Il n'y a pas un projet aussi dingue qui ne mérite pas de communication, d'explicitation, d'embarquement et de gourmandise. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On va faire une gourmandise sobre. Hein. Quelqu'un veut ajouter quelque chose avant de... Bah, vas-y. Bah, j'en prie. Oui. Oui, ah oui. The Good Forum. C'est la première édition, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Le magazine The Good est intéressant. Ouais, c'est... Hein? Oui. Ah oui, c'est vrai. Agence ouverte le même jour. Trop de choses. Oui, vraiment merci à toute l'équipe. Là, je vois Delphine, Fabien, Sandrine, voilà, Anne, Stéphanie, voilà. Toute l'équipe des alumni, que du bénévolat. Hein. C'est que du bénévolat. Donc, nos invités, super. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous trois. Voilà. C'est toujours un plaisir de vous écouter. C'est inspirant. Vous pouvez retrouver Gilles Das aussi sur le premier TEDx Paris. Allez voir sa vidéo. Si, c'est du TEDx Paris, quoi. C'est pas du petit TEDx, donc vraiment allez le voir. Très bonne. Moi, ça m'avait beaucoup touché ton intervention, donc voilà. Merci encore, et on a donc du temps parce qu'on n'avait pas eu le temps la fois dernière de prendre un vrai cocktail tous ensemble. Merci à vous. Merci.